Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but de vous présenter l'éditeur Gutenberg, les différentes features en fait, disponibles dans l'éditeur. Donc là, il n'y aura pas de code, c'est juste un rapide tour de présentation de Gutenberg. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais vu Gutenberg fonctionner ou qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne. Donc je vais vous montrer ça. Hop, je vais partager mon écran, et voilà, c'est parti. En fait, Gutenberg, c'est un éditeur qui est full JavaScript, en fait, donc qui a été introduit à version WordPress.5 normalement. Donc depuis la version 5, là on arrive à la version 6.1 bientôt de WordPress. Il a beaucoup évolué. Il y a une super équipe de développeurs derrière, en fait, et ils améliorent, ils écoutent les remarques. En fait, l'éditeur est vraiment bien fait et surtout, euh, ça change complètement la façon de penser au niveau de WordPress. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des... Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus. Mais avant, il y avait juste un éditeur simple, un WYSIWYG, où on écrivait du texte. Ou sinon, on avait les page builders, les fameux page builders qui permettent de bouger les blocs, etc. Qui sont plutôt orientés pour les webmasters, qui n'ont pas trop de background au niveau du développement. Et en fait, Gutenberg a changé tout ça, en fait. A changé tout ça, et il a une approche en fait basée sur des blocs. Donc en fait, la plupart des développements maintenant sur les applications modernes, en fait, on est vraiment sur du component, sur des blocs. Donc on définit des blocs avec des titres, etc., des images ou différentes choses. Et ensuite, les pages, on les assemble. En fait, on fait des blocs un peu à la Lego. En fait, on va mettre un bloc, un autre bloc, les uns au-dessus des autres, etc. Et on va faire du Lego, on va assembler une page. Et ensuite, les blocs peuvent être utilisés dans différentes pages. En fait, on a vraiment une approche component, donc on ne réfléchit plus en termes de design sous forme de page, mais on réfléchit sous forme de blocs, de component. Bloc component, c'est un petit peu la même chose. On verra qu'il y a aussi des patterns. Des patterns, c'est un peu la même chose. C'est juste que les patterns, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un bloc. Donc, je vais ouvrir un. On va ouvrir enfin, on va créer une nouvelle page, par exemple, mais on a le même éditeur au niveau des posts ou des pages, ou même des custom post types. Si vous jamais vous créez des custom post types, vous avez aussi Gutenberg disponible dedans, sans problème. Vous pouvez aussi le désactiver si vous n'avez pas besoin d'éditer du contenu dans votre custom post type. Donc, quand on arrive sur Gutenberg, en fait, ça prend tout l'écran. Donc, on a différentes options, mais on voit on est vraiment sur un éditeur full page. Et si j'enlève le volet de droite, là, on est vraiment complètement libre d'édition. Donc c'est plutôt agréable en fait, puisque on a une page blanche et c'est parti, quoi. On met un titre. Donc là, on va plutôt ma première page. Voilà. Donc là, c'est mon titre. Donc pareil qu'avant, il y a toujours un titre, hein. Donc on a pas mal de. Ensuite, après, on peut rajouter des blocs. Donc les blocs, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments qui se trouvent soit on appuie sur le petit bleu ici, donc on a les derniers blocs qu'on a utilisés, on peut faire une recherche. On a aussi la possibilité d'appuyer ici, Browse All, ou le petit plus qui est ici, qui permet d'afficher ce petit panneau qui est ici. Donc toujours pareil, la recherche. Donc là, on a la liste des blocs. Donc les blocs, il y en a plein. On peut en rajouter, on peut en coder, on peut en ajouter via des plugins. On a beaucoup, beaucoup de possibilités en fait. Mais finalement, on a quand même beaucoup de choses d'origine dans ces blocs qui permettent vraiment de faire énormément de choses. Et donc, on a différentes catégories. Donc, on a les trucs de texte en fait par défaut, donc tout ce qui est paragraphe, tout ce qui est titre, les listes. Enfin, c'est vraiment du HTML classique, hein. On a la liste avec les LI, LI, les cotes. Le classique, ça c'est pour mettre un WYSIWYG classique. On peut mettre du code. Enfin, je vais pas tous les faire. On a les médias, donc rajouter des images, rajouter des galeries. On peut mettre des sons, des covers. Le cover est très très bien fait. Des vidéos. On a vraiment vraiment beaucoup de choses. Du design, ça c'est assez intéressant. J'ai quelque chose que j'utilise beaucoup. Je vous ferai voir. C'est le groupe. Ça sera peut-être sur une autre vidéo. Ou les colonnes. Les colonnes, on peut faire 3 colonnes. Il y a beaucoup de choses. Les widgets. Après, si on veut importer des RSS, tout ça. Et on a aussi une dernière catégorie là qui est rentrée il n'y a pas très longtemps, c'est la catégorie thème. Donc, la catégorie thème, en fait, c'est en prévision du full site editing. On a beaucoup d'éléments en fait qui permettent de faire via Gutenberg, de créer une page avec des listes, avec différentes choses totalement. Et ça, c'est orienté vraiment full site editing. On y reviendra beaucoup plus tard.
Et on a aussi des embeds qui sont ici, donc on peut intégrer des tweets, des vidéos YouTube. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. On voit qu'ici, c'est assez riche. Et rien qu'avec ça, déjà, je peux vous garantir qu'on peut faire énormément de choses. Il n'y a pas besoin d'un page builder pour faire des pages vraiment sympas. Et en plus, on peut rajouter des choses. On peut développer des codes, des blocs. Je ferai une vidéo sur le développement de blocs parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. On a aussi, alors, en plus des blocs, on a aussi depuis pas très longtemps des patterns. Alors les patterns, c'est hyper intéressant et moi, c'est vrai qu'au niveau développement, je fais de plus en plus de patterns. En fait, quand j'ai commencé à développer sur Gutenberg, il y a peut-être 2 3 ans, 2 ans et demi, je faisais beaucoup de blocs. J'avais tendance à faire beaucoup de blocs pour un oui, pour un non. Mais à l'époque, les patterns n'existaient pas. Maintenant, les patterns existent et j'ai plutôt tendance à faire beaucoup de patterns et de moins en moins de blocs. Donc, pareil, je reviendrai là-dessus, mais je vais faire des vidéos sur les patterns. Mais en fait, le pattern est vraiment très 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 facile à faire. Même quelqu'un qui n'est pas très à l'aise au niveau du code peut faire des patterns. C'est hyper simple à comprendre. Et après, les blocs, on va les réserver pour des choses vraiment très très spécifiques. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas faisable en pattern, ben on va faire un bloc. Ça prend un peu plus de temps, mais on verra que l'équipe WordPress a pensé à ça. Et il y a des outils qui permettent de développer des blocs assez rapidement. Après, par contre, il faut avoir quelques bases de code. Là, c'est moins accessible pour des gens non techniques. C'est beaucoup plus complexe. Je peux même vous faire voir, j'ai fait un bloc il n'y a pas longtemps, j'ai dû le mettre dans les widgets, je crois. Comment je l'ai appelé déjà? Je l'ai appelé Prism My Code. Il est là. Ça, c'est un bloc que j'ai fait. Donc je le rajoute. Et en fait, c'est un bloc qui permet de mettre du code. En fait, si je fais. C'est un bloc qui, en fait, qui permet de mettre du code et de présenter du code, des exemples de code sur la page. Donc en fait, on voit je rajoute mon bloc. Là, j'ouvre les réglages du bloc et on voit que j'ai différents réglages. Je peux montrer les numéros de ligne. Donc là, on ne peut pas le voir parce que c'est encore un truc que j'ai pas réussi à faire. Je peux mettre des lignes en surbrillance, je peux choisir le langage en fait, du CSS, JavaScript, etc. Voilà, ça utilise Prism, qui est Prism.js, qui est une librairie qui permet de mettre du code en évidence. Et si vous voulez voir ce que ça donne, je vais publier, on va aller voir. Voilà ce que ça donne. Ça donne un exemple de code que l'on peut copier, que l'on peut. Alors après, des fois, il y a plusieurs lignes, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est un bloc que j'ai fait, donc on voit que c'est complètement faisable. Avec des petits réglages sur le côté, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà pour les codes. Ensuite, donc je reviens sur les patterns. Les patterns, en fait, c'est des. Donc il y en a d'origine. Moi, j'ai tendance à les enlever. Bon, on va dire qu'ils sont là. Certains. Ils sont déjà dispo. Moi, j'ai tendance à les enlever pour pas qu'on ait des patterns en fait qui correspondent pas au thème. Là, j'ai fait un pattern qui est ici, qui est un exemple de pattern. Les patterns, en fait, c'est des éléments que on va assembler au niveau de Gutenberg dans la page là. Et ensuite, à un moment donné, je vais pouvoir copier-coller et créer un fichier pour ce pattern dans le thème. Et ce pattern, après, sera disponible ici. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, si je fais ça, je l'ajoute. Voilà, mon pattern, il est là. Sinon, après, on a des librairies. Alors, techniquement, on peut rajouter des patterns via la librairie WordPress des patterns. Ce que je ne recommande pas pour l'instant parce que je trouve que c'est un petit peu, c'est pas encore au point. Il y a beaucoup de patterns qui sont développés par des gens qui sont pas très techniques et il y a des mauvaises pratiques. Donc je vous recommande pas du tout de faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je peux explorer aussi les patterns là, par exemple. Après, on peut faire plusieurs catégories, toujours pareil, comme les blocs. Là, là, ça, c'est des patterns qui sont disponibles d'origine. Il y a beaucoup de grilles et de loops aussi. Donc là, on voit que c'est des articles. Mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Et ensuite, il y a un troisième onglet, c'est les reusable, donc les réutilisables. Qu'est-ce que c'est les réutilisables en fait? Eh ben, en fait, tout simplement, je peux passer n'importe quel bloc. Donc là, si je sélectionne ce bloc, je peux le passer en réutilisable. Donc je fais Add to Reusable Blocks. Je lui donne un nom. On va faire test. Hop,
Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais le retrouver ici maintenant. J'ai mon test ici. Ah non, c'est le deuxième. J'en ai deux. Donc j'ai le test qui est ici. Et, il y a quelque chose qu'il faut comprendre au niveau de ces blocs réutilisables en fait. Si jamais vous avez un bloc qui est utilisé dans plusieurs pages. Imaginons, vous avez... ah je sais, j'ai un exemple parfait pour ça. Vous avez l'auteur d'un article, c'est un bloc ou un pattern avec sa photo, un petit descriptif, son nom, tout ça, et vous le mettez sur plusieurs pages. Et si jamais demain vous voulez changer le descriptif, l'intro de cette personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller sur toutes les pages, modifier l'intro, puisque chaque bloc s'édite manuellement en fait. Et bien en fait, pour ça, vous allez faire un bloc réutilisable. Et je vais vous dire pourquoi, c'est vachement pratique, parce qu'en fait, si vous faites ça, là je suis sur un bloc réutilisable, les deux, c'est des blocs réutilisables. Et bien en fait, si je modifie le bloc, ça va modifier tous les blocs. Donc sur un bloc qui est utilisé à plusieurs endroits que vous voulez garder en édition multiple, bah, le bloc réutilisable, il est fait pour ça en fait. Vous pouvez éditer un bloc et ça va modifier toutes les pages. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Par contre, c'est aussi un... Il faut faire attention de ne pas faire des blocs réutilisables qui ne seront pas éditables indépendamment en fait. C'est-à-dire que le réutilisable est vraiment dans le but d'éditer une seule fois pour plusieurs endroits. Sinon, il faut garder le pattern ou le bloc classique. En fait. Voilà. Là, j'ai fait le tour au niveau de ce petit volet là. On a ce petit crayon là qui permet de soit d'édition, soit select. Je le trouve pas très pratique en fait. C'est-à-dire que vous sélectionnez comme ça, ou là, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a, mais je vois pas trop l'intérêt. On peut les prendre et les bouger éventuellement. Si je fais ça, je peux passer en dessous. Enfin voilà. Là, on voit pas trop puisque forcément c'est le même. Si je fais ça, je vais le passer en dessous. Ici, hop, voilà. Ensuite, on a ça pour revenir en arrière si on n'est pas d'accord, ou en avant. Donc ça, si on fait des erreurs, on peut toujours revenir en avant, en arrière. Il y a certainement un raccourci aussi. Bon, sur Mac, c'est forcément le pomme Z, mais sur PC, ça doit être CTRL Z certainement. Ensuite, il y a un détail qui est vachement important, le petit i. C'est les infos sur la page en fait qui est en cours. On a le nombre de caractères, le nombre de mots, le nombre de titres, etc. Donc ça c'est hyper pratique pour. Là j'ai pas de titre, mais si je rajoute un titre, par exemple là je vais rajouter un titre entre les deux. Voilà. Je vais rajouter un heading, mon titre. Voilà. Ça veut dire que là normalement je le retrouve ici. Et quel est l'intérêt de ça? C'est qu'en fait ça vous donne la structure de la page. Vous savez, quand vous faites de l'édition, la hiérarchie des titres, c'est super important en fait. Il faut que le H1, qui est après un H2, éventuellement un H3 sous le H2, et après du paragraphe entre les titres, etc. Donc c'est pour vérifier, en fait, ici ça vous permet de vérifier déjà le nombre de caractères, parce qu'il faut un nombre de caractères minimum pour ne serait-ce que le contenu soit assez conséquent pour le SEO, pour être pris en charge par Google. Il faut que les titres en fait correspondent à la hiérarchie, donc HE, H3, H4. Donc ça c'est important, et ça en fait ça vous permet de vérifier tout simplement en un seul coup d'œil, et en plus si vous faites ça, bah, vous allez directement au titre, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a ce petit panneau List View qui est hyper important. Donc quand vous éditez régulièrement des pages avec Gutenberg, c'est hyper important d'utiliser ce panneau List View qui a été très en fait ils ont beaucoup travaillé dessus, ils l'ont encore amélioré dernièrement, et il est hyper important à savoir, à utiliser, et il faut savoir comment il marche en fait, c'est que là, on a tous les blocs en fait. Quand je fais ça, ça sélectionne les blocs. Et ce qui est super en fait, c'est un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur les calques dans Photoshop, etc. C'est qu'on peut bouger les éléments en fait. En fait, si je prends ça, je peux le bouger, le mettre dedans, etc. On a vraiment, je peux changer le, hop, je le passe au-dessus. On a des trois petits points ici qui permettent de dupliquer, d'insérer un nouveau bloc au-dessus, de locker aussi. Et on peut le mettre dans les reusables. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles, et on peut faire, voilà, mettre des blocs dans des blocs, etc. C'est vraiment très important de se connaître comment il fonctionne, et voir qu'il est très pratique. Pour moi, c'est un des panneaux les plus importants quand vous éditez du code sur Gutenberg. Vraiment.
C'est visuel et ça permet vraiment de voir la hiérarchie, de faire des blocs correctement. Voilà. Donc là, ça c'est pour les panneaux de gauche. Là, on va regarder un petit peu sur les panneaux de droite, ça va être vite fait. Bon, on a la preview, toujours classique, hein, on peut voir en tablette, en mobile. Voilà, on a différentes vues et on peut voir dans une nouvelle fenêtre. Ça, c'est le bouton Update. Donc, il faut savoir que soit je clique là, soit je fais un pomme, un CTRL S et il update tout seul, hein. Ok. Quand il met un petit point comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ensuite, ici, là, la petite roue crantée, c'est le panneau de réglage. Donc là, on retrouve un peu les mêmes choses qu'on avait sur l'ancien éditeur, en fait. Donc tout ce qui est statut et visibility, public, private, est-ce que la date de publication, qu'on peut changer évidemment, l'auteur, on peut supprimer, on a les révisions ici, je ne vais pas y aller voir. Le permalink, donc c'est le lien de la page qu'on peut éditer ici, évidemment, comme toujours. Voilà. Et si je clique là, bah, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Voilà. L'image, voilà. L'image de le thumbnail qui sera visible sur la liste, si jamais vous avez une liste, ou qui sera visible dans la page. Discussion, c'est si on veut des commentaires. Après, on a les parents, tout ça. Faut savoir qu'on peut encore rajouter des choses. Il y a des plugins, ou même quand on code, on peut rajouter des choses en fait sur ce panneau-là de la page, donc c'est vraiment pratique. Ensuite, on a un onglet aussi qui permet d'avoir les réglages de blocs. Donc là, il me dit, on a page et bloc. Là, il me dit, j'ai pas sélectionné de bloc, mais si je sélectionne ce bloc-là, par exemple, là, j'ai sélectionné le titre. Donc, je suis dans le heading. Moi, c'est une version anglaise, donc c'est pour ça que c'est marqué heading. Je peux sélectionner la couleur, éventuellement le background, si j'ai envie. Voilà. Si je reclique dessus, j'enlève. Voilà. La taille de la police, je peux changer la taille de la police. Voilà. Normalement, je peux faire un reset. Voilà. L'apparence. Je peux changer l'apparence, je peux faire du light. Ça marche pas parce que c'est un titre normalement. Mais je peux passer en uppercase. Ou que le titre. Voilà. Ou si je décoche, bah, ça fait normal. On a des dimensions on peut mettre des marges éventuellement si on veut. Donc si je fais. Alors moi j'aime pas trop ça parce que ça fixe un petit peu le truc, mais voilà, je mets des marges à 10 pixels. Donc comme il y en avait plus, bah, forcément ça l'a fait. Mais si je fais 50, hop, ça m'a rajouté de la marge. Là c'est enchaîné, donc ça veut dire c'est les quatre côtés. Mais si je veux faire que en dessous ou au-dessus, bah, je fais comme ça. Donc voilà, il y a différents réglages. Donc tout est là dans le bloc. C'est assez pratique, c'est assez facile d'accès. Et ensuite, il nous reste ces trois petits points ici. Alors, il faut savoir que des fois, il y a si j'utilise des plugins comme Yoast ou des choses comme ça, ils vont rajouter encore des choses par là. Là, moi, c'est brut, donc je vais vous faire voir que ce qui est accessible directement ici. On a différents modes de view. Top toolbar, ok. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la toolbar du bloc ici, on va l'avoir en haut. Moi, je trouve pas ça super pratique, mais après, chacun son truc. Le spotlight mode, donc ça vous met un petit peu moins visible les autres, et en fonction de celui que vous sélectionnez, vous voyez. Ça j'aime bien par contre, je trouve que comme ça permet aux gens de savoir dans quel bloc ils sont. C'est plutôt pas mal. Et le full screen mode, là moi il était activé, mais si je désactive en fait je me retrouve avec le menu sur le côté. Bon, moi je préfère le full screen, comme ça je suis dedans, c'est pas mal. Après au niveau de l'éditeur, donc on a le Visual Editor, ou sinon on a le Code Editor. Le Code Editor, ça vous donne en fait accès au code de la page, et donc on voit un peu les blocs, comment ils sont écrits. Donc on voit que c'est un petit peu, c'est du HTML, donc là tout est là. Là on a vraiment un bloc HTML classique, et après on a des attributs qui sont propres à chaque bloc. Donc on voit qu'il y en a le vp2.heading et qui se finit ici. Donc ça c'est sous forme de commentaire. Donc il faut savoir que Gutenberg en fait ils utilisent cette technique pour définir les propriétés d'un bloc. Donc ils utilisent des commentaires. Et dans ces commentaires, donc il y a déjà le nom du bloc. Et ensuite on a les attributs en fait. Tout est là en fait. Donc on a le style, on a voilà, tout ce qu'on a réglé sur le côté, la couleur de texte. Donc on a vraiment tout est réglé là.
Et en même temps, il faut savoir qu'ils ont bien fait les choses. C'est qu'au lieu de mettre du style, alors là c'est pas top, parce que c'est pour ça que je vous recommande pas trop d'utiliser les réglages de marge en fait sur le réglage du bloc, parce que ça les met dans les styles. Et ce qui fait que si vous voulez des marges différentes, si vous êtes sur mobile ou si vous êtes sur desktop, bah, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est réglé directement dans la balise style qui est plus forte que le fichier CSS. Donc ça sera pris en priorité. Et donc là en plus j'ai marqué 50 pixels, donc on est en pixels, donc si quelqu'un zoome, la marge ne va pas changer. C'est vraiment pas l'idéal. Dans l'ensemble, ils ont bien fait les choses parce que ils utilisent principalement des classes. Donc là, on voit, pour la couleur de texte, ils ont une classe as. Là, pareil, as text color. Donc ils ont principalement utilisé des classes pour les attributs de bloc. Mais de temps en temps, on voit qu'il y a des choses qui sont encore restées. Et ça, c'est pas génial d'avoir des propriétés de style directement dans la balise style, avec du pixel. Ça, c'est à bannir. Ça bloque complètement l'accessibilité, etc. Pour mon bloc, par exemple, Prism My Code, on voit que le contenu de la balise est là. Vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien fait, c'est bien pensé. Et en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que tout est sauvé en HTML. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre par rapport à un autre, par rapport au Visual Builder qu'on peut utiliser. Je ne vais pas citer de modèle, mais je prends Divi ou des choses comme ça. Et ben en fait, ils utilisent principalement des short tags. En fait, c'est des sortes de petits crochets avec différents. En fait, c'est pas des balises HTML, c'est des short tags qui seront transformés après en HTML. Ce qui fait que c'est vraiment pas propre. Souvent, c'est difficilement récupérable le contenu. On peut pas migrer sur un autre système. On est vraiment pieds et poings liés au Visual Builder. Et c'est pas génial. Alors que, en fait, Gutenberg, il va générer du HTML. On est en pur HTML. Donc c'est vraiment beaucoup plus propre, beaucoup plus performant et le code est beaucoup plus clean en fait. Il n'y a vraiment pas un... En fait souvent quand vous regardez les Visual Builder, il y a un enchevêtrement de divs, il y a 50 divs pour faire un seul truc, alors que là sur Gutenberg c'est vraiment beaucoup plus propre. Et en plus ça restera compatible avec les futures versions de Gutenberg, il y aura toujours une possibilité de migrer, donc je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'utiliser Gutenberg. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, donc il sauve du HTML, donc on voit que là c'est dans les commentaires, les paramètres du bloc. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser en fait ce HTML et régénérer les blocs, ce qui fait qu'il va réafficher les blocs dans l'éditeur comme ça. Donc tout est bien fait, tout est bien pensé. Ensuite, donc là je suis revenu sur le visuel. Là, on a des outils en fait, donc manager les reusable blocks, keyboard shortcut si vous voulez prendre des habitudes pour aller plus vite. Pour les gens qui éditent du contenu toute la journée, c'est pas mal. Il y a tous les shortcuts qui sont ici. Welcome. On peut copier toute la page, donc copy all content. Si je fais ça, j'ai copié toute la page. Je fais une nouvelle page, je peux coller dessus et donc je duplique la page. Donc c'est pas mal. Et on a un dernier lien, c'est les préférences. Donc on a pas mal de choses. On a la pré-publish checklist. Si on veut être sûr qu'on ne fait pas d'erreur avant de publier la publication. Après on a l'apparence aussi, on peut réduire des éléments. Voilà, là j'ai enlevé les boutons du haut. Si pour vous, pour des personnes il y a trop de boutons, trop de réglages, bah, on réduit un petit peu. Le spotlight mode, ça suffit que j'avais les boutons, label. Si les icônes ça vous convient pas, vous pouvez mettre plutôt du texte en fait. Enfin voilà, il y a différents. Le breadcrumbs qui est en bas ici, donc là je suis sur la page, mais si je peux l'enlever. Pareil, c'est toujours des choses en fait. Quand parfois il y a des personnes qui sont un petit peu impressionnées quand ils voient des boutons un petit peu partout, ils ont peur de faire des erreurs. Donc c'est bien de cleaner un petit peu l'interface pour faire un peu plus simple. Après il y a le bloc interaction. Ici, un panneau très très important. On peut en fait, il y a la liste de tous les blocs qui sont disponibles. On peut en enlever en fait. Si je coche, par exemple, je ne veux pas montrer les widgets, je décoche widget. Et donc, là, je n'ai plus les widgets. Ça enlève des choses pour les gens qui trouvent qu'il y a trop de blocs en fait.
Ou si on veut pas que les widgets soient insérés dans des pages, eh ben on peut les enlever par ici, donc c'est pas mal. On peut peaufiner un petit peu, ou si on veut enlever tous les embeds, ou enlever tous les blocs de thème, on peut les enlever. Voilà, et ensuite on a encore le panel, c'est le panel qui est à droite ici, on peut montrer les templates, vous savez qu'on peut faire des héritages, enfin on peut faire des fichiers template PHP au niveau du thème, on peut les utiliser si on veut faire un template particulier, le permalink, donc ça c'est vraiment toutes les choses qui sont affichées, si on veut pas faire de commentaires on les enlève, comme ça ils pourront pas être activés. Les custom fields, vous savez c'est les systèmes de custom fields qui sont hérités des premières versions de WordPress, qui permettent de rajouter des fields custom pour des valeurs spécifiques pour la page. Ça peut être activé sans problème. Voilà, donc on a pas mal de réglages, on voit que c'est assez simple dans l'ensemble, et en fait il faut savoir une dernière chose que je vais vous expliquer, et on arrêtera là. Donc comme je vous disais, c'est tout basé sur du JavaScript, donc l'éditeur fonctionne principalement avec JavaScript. Si je coupe JavaScript, ça ne fonctionnera plus, et il faut savoir aussi que la plupart des choses en fait sur Gutenberg utilisent la REST API, c'est-à-dire que il va à chaque fois appeler les blocs. Si je vais dans HXR, on va voir que là, il y a beaucoup de choses qui sont appelées. Par exemple, là, le post de la page, il va l'appeler directement. Un vp-json /vp. Donc voilà, c'est la REST API qui répond en fait. Donc on est sur du JavaScript, il va appeler l'API du site pour récupérer les informations en fait. Là, on a les fields aussi qui sont là. On a pas mal de choses qui sont dispo, les catégories par exemple. Il y a plein de choses en fait sur les panneaux de droite qui sont appelés via l'API, les blocs aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et donc on est vraiment sur un système full JavaScript qui utilise principalement React pour faire les blocs. Et voilà, tout fonctionne comme ça. Et honnêtement, c'est une expérience d'édition qui est plutôt agréable. Au début, c'est pas évident, il y a des gens qui sont pas à l'aise, je le comprends. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, on voit que c'est plutôt flexible et bien fait et agréable à utiliser. Donc voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt.